Bonsoir, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici les titres de ce jeudi. Et à la une, un cercle vicieux qui menace notre planète. Érosion, déforestation, désertification. Les humains dégradent les terres et le changement climatique menace d'autant plus la sécurité alimentaire. C'est la conclusion du nouveau rapport du GIEC. Analyse dès le début de ce journal. La coalition gouvernementale en Italie déraille. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini s'opposent sur le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Mais les désaccords sont bien plus profonds. On fera le point avec notre journaliste italienne, Gioia Salvatori. Au sommaire également ce début d'exode au Cachemire indien après la révocation de l'autonomie de la région par New Delhi. Sur place, les Cachemiris restent coupés du monde et certains préfèrent même déjà plier bagages. Et puis un vignoble en plein cœur de Manhattan, alors que Donald Trump menace de taxer le vin français, nous irons à la rencontre d'un retraité de 91 ans, l'unique vigneron de New York. Il est indispensable de revoir la façon dont sont utilisées et cultivées les terres. C'est l'avertissement du GIEC, les experts de l'ONU pour le climat qui ont dévoilé un nouveau rapport aujourd'hui. Si l'on ne fait rien, disent-ils, la sécurité alimentaire de la population est menacée, car climat et alimentation sont liés. Les détails avec Cécile Sauzet. Ce que nous mangeons, ce que nous produisons et surtout ce que nous parsemons et laissons dans les sols. Il ne s'agit plus de nos habitudes mais bien de notre mode de vie tout entier. Selon le dernier rapport du GIEC, le défi est double. Nourrir plus de 10 milliards d'humains au siècle prochain et en même temps atténuer les effets du dérèglement climatique. Au cœur du problème, l'occupation des sols. Actuellement, 75% des terres sont utilisées par l'homme avec une part encore trop importante accordée à l'élevage, selon les scientifiques. Une meilleure répartition des sols peut permettre d'utiliser certaines terres agricoles pour le reboisement ou les bioénergies. Si l'on fait attention à bien gérer la production de bioénergie, cela pourrait protéger l'autosuffisance alimentaire, la biodiversité et freiner la dégradation des sols. La terre est soumise à d'énormes pressions, c'est une des clés, mais c'est une partie du problème seulement. Des énormes trouées au milieu de la forêt brésilienne pour soutenir la demande de bois ou trouver de nouveaux pâturages. Et dans bien des cas, la jungle se transforme en plantation pour faire de l'huile de palme. Selon le groupe d'études de l'ONU, ces phénomènes sont responsables de 15 à 20% des émissions de CO2 dans le monde. Autre constat, la sécheresse grandissante va frapper plus durement encore les cultures, avec à la clé des millions de personnes obligées de quitter leur région et le risque de voir éclater de nouvelles famines, car les denrées alimentaires pourraient se faire beaucoup plus rares et donc plus chères. Comment s'en sortir, éviter la catastrophe annoncée? Les experts recommandent notamment d'adopter de nouveaux régimes alimentaires, moins gras et plus verts. Voilà pour les citoyens, mais le rapport s'adresse aussi au gouvernement et aux entreprises, en particulier à l'industrie. Et pour aller plus loin sur le sujet, ce soir, notre invité Alexander Jones de l'Organisation de l'Agriculture et de l'Alimentation des Nations Unies. Merci Alexander d'être avec nous ce soir dans Euronews Soir. Alors, concrètement, que faut-il faire pour éviter la catastrophe annoncée ? Le rapport qui est sorti aujourd'hui sur l'utilisation et les risques pour le sol a mis en évidence qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire personnellement dans notre choix alimentaire, dans notre choix de l'utilisation de l'alimentation, parce que, comme vous savez, il y a un bon pourcentage de l'alimentation qui n'est pas utilisée, et aussi dans notre choix politique de soutenir certaines causes. Alors, le rapport, il souligne que 25 à 30% de la production totale de nourriture est gaspillée. Alors, il y a aussi des choses, finalement, que les individus, à leur niveau, peuvent faire au quotidien. Bien sûr, c'est une question de choisir des produits qui peut-être n'ont pas la perfection esthétique qu'on considère, parce qu'il y a un bon pourcentage qui est jeté par les marchés seulement pour des raisons esthétiques. Il s'agit aussi d'utiliser des produits à produire à la mineure distance possible. C'est ce qu'on parle de 0 km en transport. Et c'est des choix très personnels. C'est aussi choisir l'alimentation juste pour une bonne nutrition. On sait bien que aussi le problème de l'obésité, maintenant, c'est un problème au même niveau que le problème de la faim, de la suralimentation. Très bien, merci beaucoup Alexander Jones d'avoir été avec nous dans Euronews Soir. Merci à vous.
En matière d'infrastructure et d'environnement, certains projets ne font pas l'unanimité. C'est le cas de la ligne ferroviaire Lyon-Turin qui divise la coalition gouvernementale italienne qui est sur le point d'exploser. Le mouvement 5 étoiles, le partenaire de coalition, est contre le projet de ligne ferroviaire. Pour en parler ce soir avec nous, Gioia Salvatori du service italien d'Euronews. Merci Gioia d'être avec nous. Alors c'est véritablement un sujet qui divise la coalition au pouvoir entre mouvement 5 étoiles d'un côté et Ligue de Matteo Salvini de l'autre. Oui, on a aussi des autres sujets qui divisent les deux partis, mais maintenant la Ligue a demandé des élections anticipées, donc il semble vraiment que le gouvernement c'est à la fin de l'expérience. Et on a beaucoup de sujets de toute façon qui divisent les deux. La Ligue de Matteo Salvini a un pourcentage dans les derniers sondages vraiment beaucoup plus grand que dans les dernières élections politiques. Dans les dernières élections politiques, la Ligue était à 17%. Maintenant, dans les derniers sondages, c'est 36%. Donc c'est normal, Salvini veut capitaliser ses succès. C'est des succès qu'il a obtenus d'ailleurs aux élections européennes, qui fait qu'aujourd'hui, en quelque sorte, il n'a plus besoin du mouvement 5 étoiles. Oui, en fait, pour gouverner, pour Salvini, ça suffit en alliance avec un autre mouvement d'extrême droite qui s'appelle Fratelli d'Italia, selon les derniers sondages d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que Salvini veut vraiment finir cette expérience de gouvernement et aller voter le plus tôt possible à l'automne, il demande. Très bien, donc une crise politique qui se fait plutôt donc en faveur de Matteo Salvini. Merci beaucoup Gioia Salvatori du service italien d'Euronews d'avoir été avec nous pour en parler. Jusqu'où iront les joutes verbales entre l'Inde et le Pakistan après la révocation de l'autonomie du Cachemire indien par New Delhi, une décision susceptible d'embraser la région. Ce soir, le président indien Narendra Modi dit avoir souhaité libérer le territoire du terrorisme. Ce soir, intéressons-nous à la situation sur place. Cela fait 4 jours que la population du Cachemire indien est coupée du monde. Les déplacements et rassemblements sont interdits. Devant le risque d'insurrection, des milliers de travailleurs originaires d'États voisins plient bagages. On fait le point avec Fleur Martins. Depuis le début de la semaine, des milliers de travailleurs affluent vers les gares et les stations de bus du Cachemire avec un objectif commun, rentrer chez eux le plus rapidement possible. La plupart sont des ouvriers agricoles, souvent originaires de l'État voisin du Bihar, dans le nord-est de l'Inde. Depuis la décision de New Delhi de révoquer l'autonomie du Cachemire, ils ne se sentent plus forcément les bienvenus. Nous venons de tout le Cachemire. Nous avons dû partir précipitamment, sans être payés. On ne sait pas comment voyager, car nous n'avons rien pour acheter nos billets. Attirés par la province himalayenne en raison de son climat plus clément et de meilleurs salaires, ces ouvriers indiens se retrouvent être des cibles potentielles pour les séparatistes cachemiris. Certains ont reçu des menaces et tous souffrent en tout cas du couvre-feu imposé par les autorités. Depuis lundi, c'est toute la région qui se retrouve paralysée. La situation est très mauvaise ici à cause du couvre-feu. Notre travail a été interrompu, tout est à l'arrêt. Ce jeudi, la presse indienne rapportait que plus de 500 personnes avaient été arrêtées et placées en détention provisoire ces derniers jours. D'après plusieurs témoignages, dans la ville de Srinagar, le couvre-feu censé éviter les débordements est ressenti comme un véritable emprisonnement. Les habitants craignent un embrasement dans toute la région. Dans le reste de l'actualité européenne et internationale, les gardes-côtes espagnols ont intercepté 161 migrants à bord d'embarcations qui avaient quitté le nord du Maroc. Pour la plupart d'origine subsaharienne, ils sont en bonne santé et ont été répartis dans plusieurs ports. Depuis janvier, plus de 13 000 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles. En Amérique latine, le président vénézuélien Nicolás Maduro suspend le dialogue avec l'opposition en réponse aux nouvelles sanctions économiques prises par Donald Trump. Les biens du gouvernement vénézuélien situés aux États-Unis ont été gelés. Objectif de Washington qui soutient l'opposant Juan Guaidó, poussé Nicolás Maduro à quitter le pouvoir. Plus qu'une grande gueule, il était inclassable et tenait une place singulière dans le cinéma français. Le réalisateur Jean-Pierre Mocky est mort ce jeudi à l'âge de 90 ans. Dans sa filmographie impressionnante, on peut citer Les Dragueurs, Un drôle de paroissien ou encore Le Miraculé. Connu aussi pour ses sorties tonitruantes, le réalisateur avait notamment été décrit par le critique de cinéma Serge Danet comme un dessinateur qui filme comme on croque.
Partons à présent nous poser sur une terrasse de Manhattan, en plein cœur de l'Upper West Side, à la rencontre de Latif. C'est l'unique vigneron de New York. Au milieu des gratte-ciel depuis 30 ans, ce retraité originaire d'Irak cultive son vin. Il a déjà produit jusqu'à 300 kilos en une seule récolte. Joanne Massard nous en dit plus. Ces vignes se sont offert une place d'honneur entre les briques et le béton de la ville. Ce vigneron les fait pousser depuis son rooftop, en plein cœur de l'Upper East Side à Manhattan. Je m'appelle Latif Jiji. Je suis le propriétaire du château Latif que j'ai créé en 1977. C'est le seul vignoble de Manhattan. À l'époque modeste, la vigne a poussé du milieu de la cour arrière de Jiji pour devenir une vigne colossale qui grimpe le long de ses 4 étages. Un petit coin de nature au milieu des gratte-ciel qui surplombent la ville. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de grands bâtiments et ce n'est pas encore fini. Chaque année, un nouveau bâtiment s'élève. Latif Jiji possède également sa propre cave où il façonne son vin. Il produit chaque année une centaine de bouteilles qu'il partage avec ses proches. Une fabrication entièrement à la main jusqu'aux étiquettes sur les bouteilles peintes à l'aquarelle. En véritable passionné, il a choisi d'appeler ses bouteilles Château Latif, en référence au célèbre château Lafite Rothschild. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir choisi Euronews. L'information continue tout de suite. Pour ma part, je vous retrouve demain soir. D'ici là, passez une excellente soirée.